Bonne année à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans cette première nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde du chiffre égyptien. Justement, pendant les prochaines minutes, nous allons vous proposer quelques nouvelles en ce qui concerne les grands projets nationaux et un peu plus des activités présidentielles en ce qui concerne les grands projets dans les différents domaines ici en Égypte. Justement, je dois vous annoncer que le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Mouaït, a dit que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi avait changé le statut de l'Égypte par des projets de développement inédits. Pourquoi? C'est ce qu'on va savoir bien sûr à travers les explications, les analyses de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de TV International, M. l'ingénieur Abdel Nasser Taha. C'est un expert économique, un expert immobilier, un expert, plutôt un conseiller pour des investisseurs internationaux et étrangers. Donc, justement, M. Abdel Nasser Taha, vous êtes toujours bienvenu et bonne année. Bonne année, bonsoir et merci pour votre présentation. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de TV International. Justement, nous devons commencer par cette déclaration. Le président Abdel Fattah el-Sisi a réussi à changer le statut de l'Égypte via de nombreux méga-projets de développement inédits dans tous les domaines, en accordant une priorité majeure à la santé, à l'enseignement, à la numérisation des services, pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Donc, ce sont des déclarations faites par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Mouaït. Donc, à quel point vous partagez ce même point de vue? Merci. C'est très important de maintenant dépasser les plans. Depuis 4 ou 5 ans, juste le chef de l'État a lancé des plans. Oui. Maintenant, on a devant nous des réalisations. La réalité maintenant avec les chiffres indique que les plans que nous tous doutés d'avoir ce performance dans toutes les directions, pas justement l'infrastructure, mais dans la santé, l'éducation, dans les grands projets, les projets énormes. Maintenant, aujourd'hui, on les voit réels. Oui. Et tout le monde regarde l'Égypte dans ses réalisations qui n'ont jamais été à ce niveau de notre expectation. Je peux parler au début de l'infrastructure du développement. L'infrastructure n'est pas uniquement les réseaux routiers et les réseaux d'eau potable et l'électricité. Pas uniquement ces réseaux. C'est aussi l'infrastructure de tout ce qui est technologie numérique, ouais. Les nouvelles villes, les nouvelles états urbains qui est maintenant devenu prêt à recevoir les habitants et les investisseurs partout, au nord et à l'est et à l'ouest. C'est partout. Donc ouais. L'infrastructure, même l'infrastructure économique et numérique, maintenant aide les entreprises, les grandes entreprises, avec les entreprises moyennes et petites entreprises dans leur plan de développement. Ouais. Le résultat, tout le monde le voit, que aujourd'hui, le taux de croissance général a placé l'Égypte dans les premiers pays qui ont un taux de croissance, même durant cette année qui était vraiment très dure de point de vue économique dans tout le monde. Ouais. Donc les résultats par chiffre, les résultats sur terre, les résultats qu'on les sent, ils sont tous des grandes indicatifs positifs qui indiquent que l'Égypte est maintenant dans un état qui est pour la première fois, on n'a jamais vécu cet état. Oui. Justement, il y avait d'autres explications de la part de notre ministre, M. Mohamed Mouaït, en ce qui concerne l'État qui tient à réaliser un développement global et durable dans divers gouvernorats
notamment en Sinaï, pour consolider les facteurs nécessaires à une vie décente, améliorer la qualité des services dispensés aux citoyens. Le gouvernement a fait de la pénurie de gaz et d'électricité une perspective d'investissement, ce qui a contribué à mettre fin aux coupures de courant et au manque de butane et à assurer un excédent pour l'exportation, comme même vous avez mentionné, selon le ministre égyptien des Finances, je cite, nous avons avancé avec force sur la voie de la numérisation, de la modernisation du fisc et des douanes, ce qui est censé booster les investissements, la productivité, les exportations, le commerce intérieur et extérieur, et aidera en même temps à réduire le coût des marchandises et des services sur les marchés. Justement, dans de telles déclarations, il y a beaucoup d'éléments, mais j'aimerais bien jeter la lumière sur un élément essentiel. Ce sont ces projets nationaux qui touchent des gouvernorats qui sont dans le passé presque marginalisés, comme les gouvernorats du Sinaï, du Sud et du Nord, les gouvernorats de la Haute-Égypte. Donc, comment vous voyez une telle tendance adoptée par le gouvernement égyptien, par l'État égyptien, afin de faire face aux besoins nécessiteux de la dimension socio-économique? Oui, en fait, ce qui avait annoncé le ministre des Finances, Dr Maït, est simplement que l'infrastructure numérique et économique actuellement aide le gouvernement à bien gérer la situation économique et l'investissement, de bien voir ce les facteurs qui gèrent et qui influent l'économie et l'investissement. Oui. À partir de maintenant, je crois que soit les impôts, soit les services bancaires, le financement, le support financier aux entreprises moyennes et petites entreprises est bien clair qu'ils peuvent être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus clairs en même temps. Oui. De point de vue physique sur Terre, le développement en Haute-Égypte, par exemple, et dans les endroits où il y a une nécessité d'aller rapidement et créer des croissances dans ces zones, soit les Haute-Égypte ou les zones loin de la capitale, je crois que le développement maintenant a une base un peu différente. Ouais. Cette base est la base de développement durable. Donc le développement durable fait partie de la direction principale du gouvernement qui travaille sur l'économie, sur la partie sociale et aussi sur la partie humaine et environnementale. Oui. Ouais. En fait, on trouve que le ministre égyptien a dit une chose très importante. L'Égypte, c'est le premier pays au Proche-Orient à appliquer la facture électronique. Donc, encore une fois, cette transformation vers la numérisation dans le domaine de l'économie représente quoi pour vous? Je crois que l'Égypte, parmi les pays du Proche-Orient, si on la compare avec les pays du Golfe, applique d'une façon beaucoup plus grande le système des impôts. Maintenant, les pays qui nous entourent, comme les pays du Golfe, n'ont pas ce système de telle efficacité comme l'Égypte, mais ils commencent à appliquer un système d'impôts. Le système d'impôts nécessite d'avoir des factures qui sont bien contrôlées et bien enregistrées et une base numérique qui peut le gérer. On peut aussi ajouter que la taille du marché égyptien dans l'économie et les activités économiques est énorme par rapport aux autres pays. Le nombre d'entreprises, les gens, est beaucoup plus compliqué. Oui. En fait, oui, bien sûr, on réalise sur le terrain, dans toutes les mauvaises conditions, une croissance remarquable au niveau national, au niveau international. Mais en même temps, on trouve que l'État égyptien essaye
de réaliser de plus en plus un développement durable. En fait, dans le passé, par exemple, il y avait des critiques qu'on a eu une croissance économique, mais qui ne touche pas toutes les couches sociales de l'Égypte. Mais justement, durant les derniers jours de 2020, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a fait le suivi de l'état d'avancement du projet national de développement de 1000 villages. Encore une fois, 1000 villages qui sont repartis au niveau de la République d'Égypte. Le projet vise notamment à hausser la performance et les capacités d'infrastructure dans ces villages, en améliorant les services qui y sont assurés, en améliorant la qualité de vie des citoyens habitant des zones rurales. Ce projet devrait même emboîter le pas aux démarches étatiques visant le développement durable sur un plan intégral, couvrant ainsi tous les secteurs de l'État. Donc, vous êtes en fait un invité tout à fait pertinent parce que vous avez la main dans plusieurs projets, que ce soit des projets monumentaux, des projets dans la nouvelle capitale administrative, des projets dans la zone économique du canal de Suez. Mais en même temps, vous avez cette perception très importante en ce qui concerne comment arriver à réaliser un développement durable ici en Égypte. Donc, comment vous avez évalué ce projet de 1000 villages égyptiens? L'État a commencé par un projet dont la réalisation aujourd'hui dans le domaine de l'habitation dépasse les 500 000 nouvelles unités. Et ce projet est énorme et c'est un record mondial. Mais les 4 années qui étaient vraiment... ce projet a duré presque 4 ou 5 années, n'arrête pas le gouvernement aujourd'hui d'aller vers l'habitation qui est dans les endroits ruraux, loin des grandes villes, pour améliorer la qualité de vie. Ouais. Le premier programme qui a dépassé les 500 000 a vraiment amélioré la vie pour les bidonvilles qui sont autour des grandes villes. Mais loin des grandes villes, les parties rurales qui ont besoin de beaucoup d'efforts pour l'amélioration, non seulement de l'habitation, mais les réseaux, l'eau potable et d'autres, fait partie de l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Ouais. Et c'est la deuxième phase maintenant qu'on le voit, et c'est un projet qui aura beaucoup de résultats sur la qualité sociale et économique de ces gens. Oui, bien sûr, dans ce cadre des efforts déployés de la part de l'Égypte, de l'État égyptien, avec plus de précision, visant à améliorer la vie des Égyptiens, la qualité de vie des Égyptiens. Toujours, on trouve que dans le passé, il y avait des critiques lancées au niveau de la pollution, lancées au niveau des énergies, renouvelables, non renouvelables, il y a des embouteillages de trafic, et il y a beaucoup de choses. Justement, on trouve que le président égyptien a une volonté politique tout à fait déterminante afin de passer à ce qu'on appelle l'économie verte. Dans ce cadre, on trouve que Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré durant les premiers jours de décembre le premier salon des technologies de conversion des véhicules à l'énergie propre, notamment, bien sûr, comme vous trouvez sur l'écran, chers téléspectateurs, chef le Delta, a passé en revue les plans et les programmes des différents ministères et appareils gouvernementaux dans le cadre de l'initiative nationale de conversion des véhicules à l'énergie propre au gaz naturel, notamment les plans de financement, les facilitations de paiement accordées aux citoyens. Donc, quels sont les avantages de telles transformations vers l'économie verte, selon vous? Aujourd'hui, par pur hasard, on a un grand événement qui est Go Green, qui est une exposition sur l'énergie renouvelable et les nouvelles types d'énergie propre. Et c'est un petit événement par rapport au grand plan qui était préparé dans la nouvelle loi de l'environnement.
la transformation vers l'usage de la gaz naturel, par exemple, l'électricité dans les voitures. Il y a beaucoup de travail à faire à partir de cette année 2021 dans le dossier de l'énergie. On voit que le recyclage, par exemple, dans ces dernières années est devenu aussi pas justement des critères d'usage et des coûts qui arrêtent le développement des entreprises juste pour payer plus pour garder l'environnement. Mais c'est de grands business pour des hommes d'affaires qui ont ouvert beaucoup d'usines pour le recyclage. Le recyclage maintenant est devenu, avec le support bancaire par les programmes du gouvernement, de donner de support aux projets d'énergie renouvelable et de recyclage, est devenu un grand domaine de business et d'affaires. Donc je vois que cette année 2021 sera une année pour l'énergie propre et le recyclage. L'énergie propre et les recyclages. Donc c'est un domaine très prometteur selon votre point de vue. N'est-ce pas? Je n'ai pas bien entendu. Oui, et donc le recyclage des déchets, c'est un domaine tout à fait prometteur de votre point de vue, et bien sûr ici en Égypte, au niveau égyptien. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas tellement. Oui, encore une fois. D'après vous, ce domaine de recyclage est tout à fait fructueux du point de vue économique aux investisseurs, n'est-ce pas? Oui. Oui, il y a une économie énorme derrière le recyclage et les projets d'environnement qui ont commencé, on peut les voir dans les pays qui ont commencé depuis quelques années. Et maintenant, c'est le tour en Égypte d'avoir des affaires et d'investissements, de grands investissements dans ce domaine. Je connais bien qu'il y a des entreprises étrangères qui ont commencé déjà des opérations en Égypte dans ce domaine. Le recyclage du plastique, le recyclage du papier, surtout le recyclage des appareils comme les portables. Et il y a beaucoup de matériel derrière qui pourront être utilisés une deuxième et troisième fois. Donc, je connais bien que dans ce domaine, il y a beaucoup d'investisseurs égyptiens et aussi des entreprises qui sont venues de l'étranger pour travailler dans ce domaine. Et par exemple, dans le domaine de plastique, il y a une grande exportation de plastique recyclé vers l'Europe. Des tonnes qui sont recyclées en Égypte et qui sont transformées en matériel qui se vend en Europe. Oui. Donc, on essaye de prendre en considération comment nous pouvons préserver l'environnement, la nature. En même temps, on essaye de doper un peu plus le moteur essentiel, justement, de l'économie égyptienne. Il s'agit de l'industrie. Il y a beaucoup de soutien actuellement au niveau de l'État, apporté bien sûr par le gouvernement égyptien au domaine de l'industrie. Notamment des industries qui touchent le domaine de la construction. Par exemple, on trouve que selon durant les derniers jours, il y avait des réunions présidentielles, ministérielles, qui ont porté sur les mécanismes exigés pour agir avec les défis auxquels le secteur industriel est confronté. Il s'agit notamment des industries métallurgiques, et des industries des cimenteries, des industries de la céramique, ainsi de suite. Et comme vous savez même, l'Égypte essaye actuellement de s'engager de plus en plus dans la reconstruction d'autres pays, aussi bien africains qu'arabes, comme par exemple la Jordanie et l'Irak spécialement. Donc, dans la prochaine période, comment vous évaluez les nouveaux horizons qui sont ouverts à l'industrie égyptienne à ce niveau régional? Est-ce que vous avez entendu ma question?
Oui, oui, bien. Oui. Le domaine de construction et surtout dans l'habitation, dans les grands projets qui ont été créés les dernières années, ont maintenant réussi à faire des grands accomplissements. Mais le problème que, comme vous avez dit, on doit chercher d'autres marchés, comme en Europe, comme en Irak, comme en Libye, si les problèmes se résolvent là-bas. Oui. L'exportation des matières de construction est un marché qui est très important. Mais c'est pas facile. Il faut faire beaucoup d'efforts à l'extérieur, à l'étranger. Surtout, je vois l'Afrique beaucoup plus que les pays arabes. Les pays arabes, sont un peu affectés par le ralentissement mondial. Mais les pays d'Afrique, ils n'ont pas ce type de problème. Je vois beaucoup le marché africain. Oui, oui. Autre domaine, on essaye de faire une sorte de tournée une sorte de panorama au niveau de l'économie égyptienne durant les derniers jours de décembre 2020. Le président égyptien a tenu une réunion tout à fait importante en ce qui concerne les efforts de soutien apportés aux petites et moyennes entreprises égyptiennes. Comment vous évaluez jusqu'à maintenant les efforts de l'État dans cet égard, notamment comme vous savez que de tels projets essayent de lutter contre la pauvreté, essayent de lutter contre le chômage, essayent de doper un peu plus la croissance économique et le produit intérieur brut de l'Égypte. Allô? Oui. Est-ce que vous... J'imagine que l'effort de l'État pour donner de soutien aux moyennes et petites entreprises, c'est pas justement le financement. On doit avoir un plan dans les domaines support derrière, avec des données, l'information, parce que ce type de travail n'a pas toutes les ressources pour avoir des consultants, des directions. Je crois que c'est pas limité à donner un financement avec un taux qui n'est pas grand. Il y a beaucoup d'organisations financières qui maintenant donnent au marché égyptien beaucoup de financement par des taux qui sont vraiment très très bas. Mais c'est pas limité au financement. On n'a pas de données, on n'a pas quel type de travail doit-on faire, quel type d'activité, l'entraînement pour les ouvriers, il y a l'éducation, il y a beaucoup de support qui est demandé dans ce domaine. Oui. Oui. En fait, si on va passer un peu plus vers l'est de l'Égypte, dans la zone économique du canal de Suez, on trouve que le président a instruit d'axer la stratégie de la zone économique du canal de Suez sur l'augmentation des opportunités d'investissement visant à l'implantation locale de la technologie, à acquérir les capacités industrielles et à créer des emplois. Ceci même à travers une coordination entre les instances concernées, une modernisation des systèmes de port et des services de navigation à l'échelle du pays. Donc, vous avez toujours la main dans les affaires concernant de telles nouvelles villes comme la zone économique du canal de Suez et la nouvelle capitale administrative. Donc, justement, comment vous avez trouvé ou évaluer même les tendances et les instructions données par le président à ceux qui essayent d'exécuter des projets sur le terrain ou même à ceux qui essayent de faire des contrats avec les investisseurs étrangers. La priorité pour l'État égyptien actuellement, c'est comment transférer le know-how, le savoir-faire, la nouvelle technologie ici en Égypte en formant même la main-d'œuvre égyptienne. En fait, la zone, on doit séparer entre les deux composantes de la canal de Suez. La chaîne maritime avec les ports et l'autre, c'est la zone économique, la partie économique. Et donc, la chaîne maritime a vraiment été affectée
à cause de la décroissance et le problème de Covid l'année 2020, la décroissance mondiale, décroissance économique mondiale. C'est une histoire qui n'est pas dans notre main à la résoudre immédiatement. Et c'est la première partie de la canal de Suez. La deuxième partie, c'est la zone économique. La zone économique est une zone économique, industrielle et logistique. Il y a deux termes. Le premier terme, c'est l'industrie. Le deuxième, c'est les services logistiques. L'industrie, maintenant, on voit qu'en Europe, il y a le savoir-faire. En Chine, il y a le savoir-faire. Et dans le Golfe, il y a le financement. Maintenant, c'est le temps d'encourager les entreprises qui travaillent dans le savoir-faire en Europe avec un engagement avec l'investissement qui peut venir des boîtes au pays du Golfe et créer des nouvelles équations, des nouvelles formules de business. Et on ne doit pas attendre qu'eux ils viennent, on doit se déplacer vers eux et poser nos propositions. On ne peut pas rester ici, regarder et attendre. Je vois que l'industrie maintenant, et ça a été toujours la direction principale dans la croissance de n'importe quel pays. L'industrie, l'industrie, l'industrie.